Donc, chauffage actif complémentaire, bien entendu, un gros feu. Non, non, vraiment pas. Je trouvais la photo intéressante, mais on va parler des différents chauffages actifs, puis moi, je vais vous les présenter, puis après ça, on va essayer d'analyser ensemble pour qui est-ce que, parmi les grands mouvements qu'on a discutés jusqu'à présent, est-ce que ça pourrait être intéressant. Le premier chauffage, c'est une bonne vieille plainte électrique avec tapis. Comme vous voyez, il y a le tapis aussi en bas. C'est pour vous rappeler votre enfance. Qui ça rappelle l'enfance, une plainte électrique avec du tapis? Ouais, c'est quand même, il y a quelque chose de comme chaleureux, québécois, je ne sais pas. Quelque chose. Euh, qui c'est qui s'intéresse à ça, les plaintes électriques dans les 5 grands mouvements? Plaintes électriques, comme on a presque tout à la maison. Lequel des 5 mouvements vers l'écologique? Parce qu'il y a eu comme un symbole autour de ça qui est intéressant souvent. Quand on est habitué de faire quelque chose, mettons, j'ai un chauffage avec plainte électrique, puis là, je m'intéresse au bâtiment écologique. Souvent, lorsqu'on commence à s'intéresser au bâtiment écologique, on va mettre une barre sur tout ce qu'on a vu qui avait rapport avec les bâtiments d'avant. Fait que là, vu que j'ai vu des plaintes électriques toute ma vie, je me dis, plainte électrique, c'est de la merde, je ne veux plus jamais y toucher. Mais ça a quand même sa place, même dans le monde des maisons écologiques, pour certaines personnes. Pour qui? C'est quoi son gros avantage? Ça réchauffe l'air. C'est pas tant un avantage, mais c'est une vérité, oui. Ça réchauffe l'air. Ça pourrait être recyclé, ouais, on pourrait l'utiliser parce qu'il y en a tellement. Tu peux avoir un thermostat électronique, ça va être stable pour la chaleur à l'intérieur. Est-ce que ça coûte cher? C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher parce que tout le monde en a, fait qu'on a pu y aller en quantité et tout ça. Le fait que c'est pas cher, c'est très intéressant pour qui? La haute performance, c'est ça. C'est que si tu as investi beaucoup d'argent dans ton isolation puis ton étanchéité, puis là, tu es rendu avec une maison qui te coûte 40, 50 ou 100 dollars par année à chauffer, bien, il n'y a presque aucun système qui va être rentable dans le temps pour toi, même pas en énergie. Puis on s'entend que sa simplicité fait que c'est quelque chose qui dure vraiment très longtemps aussi. Il n'y a pas grand-chose qui bouge dans le système, donc ça va pouvoir durer longtemps. Fait que ça ne vaudra pas la peine ni financièrement, ni en termes de complexité d'aller dans des systèmes trop complexes. Et on va pouvoir, des fois, on voit des thermopompes dans les maisons de performance, des choses comme ça, parce que ça fait climatisation et chauffage, puis ça coûte un peu moins cher. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent à sauver avec ça, par la performance. Puis un autre concept que je vais vous dire, qu'on veut garder ça simple pour l'intro, OK? Sauf que une plainte électrique, quand je mets une unité d'électricité, OK? Une unité d'électricité avec Hydro-Québec, dans notre cas au Québec, ça me donne une unité de chaleur. Okay? C'est du 1 pour 1. Parce que là pour l'instant, c'est simple, mais tantôt, vous allez voir qu'il y en a qui sont meilleurs que ça. Okay? Fait que ça fait du 1 pour 1. Donc, excellent pour les gens qui veulent une haute performance. Ensuite de ça, on a les EcoRad. Vous avez peut-être vu déjà cette marque-là, qui est un petit peu le concept d'une plainte électrique dans le sens que c'est aussi du 1 pour 1. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les anciens systèmes de chauffage par eau, comme il y avait dans beaucoup des bâtiments, soit commerciaux ou les grands appartements à Montréal et tout ça. Ils ont recyclé, au lieu d'être de l'eau qui circule dedans, l'eau, elle est prise à l'intérieur, donc elle est fixe à cet endroit-là. Et littéralement, un EcoRad, tu branches ça dans la prise de courant. Okay? Ça fait un peu comme une plainte, donc ça chauffe la maison, mais ça le chauffe avec de l'eau à l'intérieur, donc de la masse thermique, et donc ça redonne la chaleur sous forme de infrarouge, et donc c'est plus confortable. Il y a quelque chose de confortable et de sain dans ça, effectivement, parce que tu sais, des fois, tu allumes la plainte électrique, il y a un peu de poussière, ça brûle à l'intérieur. Ça, tu n'as pas ce genre de problème-là. C'est que c'est sous forme d'infrarouge, donc un peu plus sain, un petit peu plus. Il y a une esthétique aussi. Eux, ils sont allés le côté esthétique, ils ont fait vraiment beau. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Un peu plus cher aussi, bien sûr, mais ça peut être intéressant. Sauf qu'on reste dans le 1 pour 1. Des fois, les gens vont vous dire un EcoRad ou un plancher chauffant, c'est plus que 1 pour 1 parce que tu as besoin de mettre moins d'énergie pour la même quantité de chauffage. C'est pas vrai. C'est toujours 1 pour 1. La seule chose, c'est que vu que des fois, tu as besoin de moins de chauffage pour te sentir autant confortable grâce à la masse thermique. Tu sais, la masse thermique, ça a ce truc-là, vu que ça arrive de partout, des fois, il fait plus froid dans la pièce, mais je me sens mieux que dans une autre pièce qui fait plus chaud parce que la chaleur vient de seulement un endroit, puis là, j'ai froid en arrière où je me sens moins confortable. Fait qu'on peut gagner quelques degrés, fait que dans ce sens-là, c'est plus performant, mais ce n'est pas plus performant au niveau du système lui-même. Vous comprenez la différence? C'est juste qu'on se sent mieux avec moins de chaleur. Plancher radiant, justement. Il y a les planchers radiants avec du glycol à l'intérieur, comme ici, là, il y a de l'eau qui peut circuler ici, de l'eau ou du glycol. Plancher radiant, le premier concept qu'il faut comprendre, c'est que
la première chose qu'on fait, c'est qu'on met des tuyaux dans le plancher. Puis ça, ce concept-là de mettre des tuyaux dans le plancher, je crois qu'au niveau énergétique, du moins, au niveau économie d'énergie, je crois que c'est une bonne chose à faire parce que si vous ne le faites pas, puis que vous changez d'idée plus tard, c'est extrêmement complexe à changer. Les rajouter, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ce qui est plus complexe, c'est le système pour chauffer l'eau pour l'envoyer, puis ce qui est plus coûteux. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé, même si vous ne pensez pas utiliser un plancher chauffant normal, vous pouvez mettre les tuyaux parce que je crois que dans le futur, il va y avoir plein d'options intéressantes pour chauffer de l'eau, par exemple, potentiellement avec le compost. Aussi, si vous avez une serre ou si vous voulez rajouter une serre plus tard, les thermopompes vous permettent de faire, avec, tu sais, tantôt je vous disais, un ratio de 1 pour 1, une thermopompe air-eau dans une pièce où il fait plus que 30, comme par exemple une serre, ça peut vous donner des ratios jusqu'à 1 pour 7. C'est le seul scénario dans lequel je peux voir, puis avec les calculs qu'on a fait avec Luc Milderman, c'est le seul scénario dans lequel on pourrait imaginer une décision intelligente financièrement d'être en autonomie complète électrique avec panneaux solaires, même pour l'eau chaude. C'est avec cette jonction-là, puis je vais vous en parler un petit peu tantôt, puis dans le certificat avec Luc Milderman, vous allez en profondeur dans ce système-là plus avancé quand même. Plancher radiant, ça ici, je parlais vraiment par eau. Donc, il y a un système qu'on fait circuler de l'eau. La circulation d'eau aussi, ça peut même être intéressant dans une maison solaire passive qui n'a pas de chauffage dans son plancher parce que, par exemple, la maison Kenogami, elle, le côté sud de sa maison, c'est sur béton avec plancher chauffant. Mais le plancher chauffant fait juste, entre autres, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffage, il ne chauffe pas l'eau. Tout ce qu'il fait, c'est se faire circuler l'eau, ça prend la chaleur du côté sud, puis ça l'amène, puis ça l'égalise du côté nord dans sa maison, par exemple. Fait que ça peut être juste pour de la circulation d'eau, ça coûte juste une pompe. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant comme chauffage. Je crois qu'il va y avoir des nouvelles opportunités. Sinon, si vous voulez qu'il soit plancher chauffant dès maintenant, ça va être une chaudière électrique la plupart des cas. Puis là, je vais vraiment sur les systèmes de chauffage les plus intéressants et les plus communs. OK? Ça va être une chaudière électrique. Et donc, la chaudière électrique va encore faire du 1 pour 1. Et on n'a pas d'avantage encore. Je mets 1 d'énergie, d'électricité, et je vais recevoir 1 unité de chaleur. Mais ça va sûrement me coûter moins cher que les plaintes. Pourquoi? Parce que c'est la masse thermique, fait que je vais le diffuser également. Puis il y a un autre avantage au plancher chauffant, c'est que vu que la chaleur vient du bas, quand je chauffe l'air chaud, elle va où? En haut, immédiatement avant en haut. Donc, il faut que je chauffe l'air d'en haut avant de chauffer l'air d'en bas. Par contre, lorsque j'ai un plancher chauffant, ma chaleur est directement au sol. Et donc, encore une fois, je me sens plus confortable, même s'il fait plus froid. Vous comprenez? Puis aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les Québécois, nous, non seulement, ça vient du fait qu'on a l'électricité la moins chère au monde, nous, non seulement il fait moins 40 $ dehors, on a une porte patio juste double, là, comme vraiment pas super bien isolée, puis on veut être en T-shirt, pas de pantoufles, direct à côté, puis se sentir bien. Fait que ça, c'est un concept spécial parce que partout ailleurs dans le monde, eux autres, il y aurait un gilet chaud, puis des pantoufles, puis un rideau, puis quelque chose pour le refermer de l'autre bord. Parce que je veux dire, là-bas, ils payent l'électricité 3-4 fois plus cher, les systèmes de chauffage. Nous, on est comme, pas de pantoufles, T-shirt, je veux regarder dehors, voir qu'il fait moins 40, mais me sentir bien à l'intérieur. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas super écolo dans le sens où est-ce que les pantoufles, quand vous n'avez pas de pantoufles, dans le fond, nous, tous les humains, là, on se sent vraiment moins confortable, comme les plantes d'ailleurs, lorsque les racines, le plancher, le sol est plus froid, on se sent considérablement moins bien. Fait que Benoît Lavigueur, quand il vient, il dit, tu sais, si vous voulez vraiment être écologique, si votre seul but c'est d'être écologique, achetez des pantoufles pour vous autres puis tous vos amis, puis ça va être le move le plus écologique que vous pouvez faire parce que ça fait une grosse différence parce que juste le fait d'avoir des pantoufles quand il fait froid, ça fait qu'on peut se sentir beaucoup mieux même quand il fait plus froid dans la pièce. Okay? Les pantoufles et l'autre chose qu'il y a, c'est le robinet, le pommeau de douche bas débit. Ça, c'est les trucs qui font le plus grosse différence. Immédiatement, ça coûte quelques dollars. T'en fais faire beaucoup là, sur mesure, les pantoufles, puis tu règles beaucoup de problèmes. Plancher radiant. Ensuite de ça, plancher radiant, mais électrique. Donc, il y avait une question ici par rapport à ça. On va régler ça tout de suite. Plancher radiant électrique. Différence, il n'y a pas d'eau dans le plancher. C'est vraiment un filet électrique dans votre plancher qui peut être en dessous de la céramique, par exemple, mais il peut être aussi directement dans le béton pour chauffer votre plancher, mais de manière électrique. Puis là, la question était, oui, mais au niveau des radiations, donc les champs électromagnétiques, puis ça, on va en parler beaucoup avec
avec Stéphane Bielinski dans le Certica, mais pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est que certaines sources électriques ou ondes, par exemple les Wi-Fi, tout ça, produisent ce qu'on appelle soit de l'électricité sale ou des champs électromagnétiques. Il y a deux types. Et ça, les champs, les systèmes comme ça, moi j'avais très peur de ça, effectivement. Je me disais, hey, ça va faire des champs électromagnétiques partout. Puis là, il y a les enfants qui marchent sur le sol et tout ça. Mais cette marque-là, spécifiquement, FlexTherm, a été testée par Stéphane Bielinski lui-même, qui, je vous promets que si vous avez des hauts standards pour les champs électromagnétiques, si lui dit que c'est correct, c'est sûr que vos standards ne sont pas plus élevés que les siens. Okay? Je vous promets, vous allez le rencontrer pendant le certificat, mais il fait vraiment, c'est un expert du domaine, il calcule tout et il a trouvé une manière, dans le fond, c'était tout simplement, je ne sais pas les détails, là, mais de faire une vrille pour que ça s'annule et donc il y a un champ électromagnétique vraiment minimal pour cette marque-là, qui est une marque québécoise en passant aussi. Donc, intéressant. Est-ce que la vrille, c'est fait dans l'installation ou c'est fait par le fabricant? C'est fait par le fabricant. Oui, c'est le fabricant qui fait ça. Murs radiants, maintenant, il y a aussi des murs radiants, donc une nouvelle mode / possibilité avec ces mêmes filages-là électriques. On peut même faire des murs, par exemple, mur nord ou mur qui est moins exposé à la chaleur, où il y en a qui le mettent dans les douches pour être au chaud quand ils finissent la douche, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a la possibilité de faire des murs électriques radiants aussi. Ensuite de ça, puis là, juste en passant, ça, c'est encore du 1 pour 1. Puis c'est tout électrique. Donc, est-ce que c'est intéressant pour la personne qui veut devenir autonome? Non. OK, ça, c'est un concept super important à comprendre. À chaque fois que vous chauffez ou réfrigérez quelque chose, n'importe quoi, un frigidaire ou l'intérieur d'une maison, la climatisation, tout ça, et que vous voulez le faire de manière électrique, donc pas utiliser le gaz ou le bois ou d'autres choses comme ça, si vous voulez être en autonomie, soit vous allez vers la haute performance où vous avez des systèmes ultra performants comme l'autre thermopompe que je vais vous montrer tantôt, ou sinon, c'est soit pas réaliste ou pas intelligent financièrement. C'est-à-dire, c'est correct de le faire, mais préparez-vous à avoir un champ de panneaux solaires ou du moins des investissements considérables en panneaux solaires pour réussir à marier tout ça ensemble, vous comprenez? Fait que si vous voulez être en autonomie, il va falloir aller soit vers la haute performance, soit s'ouvrir à utiliser le bois, par exemple, comme complément pour le chauffage, puis chauffer l'eau chaude même, ou aller vers la haute performance des systèmes comme les thermopompes, vraiment air-eau, qui peuvent faire des vraiment hauts ratios avec le mix d'une serre. Fait que soit on mélange différentes technologies et on va vers la haute performance, ou tout simplement on n'utilise pas l'électricité, donc soit le bois ou le gaz ou quelque chose d'autre pour y arriver. Puis là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas en autonomie complète si vous utilisez le gaz, ben, vous l'êtes. C'est comme les Earthship, modèle global, n'ont jamais réussi à être en autonomie complète. Donc, il y avait une grosse bonbonne de gaz derrière la maison pour le 5 à 10 % d'énergie qui ne réussissait pas. Ils réussissaient à tout faire sauf la cuisinière, donc chauffer la nourriture, et l'eau chaude quand ça fait 3 jours qu'il ne fait pas soleil puis tu veux une douche d'eau chaude. Ils ne réussissaient pas. Fait que c'était un backup pour l'eau chaude. Donc, eux, ils vivraient très bien, même sans gaz, mais ils ne vivraient pas au même niveau qu'on est habitué maintenant, où est-ce que notre douche d'eau chaude, nous, on la veut quand on la veut, de la manière qu'on la veut, à la seconde qu'on la veut, indépendamment de s'il a fait beau ou pas à l'extérieur. Right? Mais si vous êtes prêt à ajuster ça ou descendre ce standard-là ou de ne pas avoir exactement ça, là, ce serait possible aussi. Donc, thermopompe, ça, c'est le premier modèle que je vous parle qui a un avantage, c'est-à-dire qui fait, je mets 1 unité d'électricité de Hydro-Québec, mais je reçois soit 2 ou 3, tout dépendant de la performance et la chaleur à l'extérieur. Donc, j'ai un module à l'extérieur qui va prendre le chaud dans le froid extérieur. Ça paraît bizarre un peu, mais Luc va vous l'expliquer plus en profondeur. Mais vu que le froid, le vrai froid, le point zéro, c'est comme quoi, moins 240 ou quelque chose comme ça, même dans le froid relatif pour nous, ils réussissent à aller chercher la chaleur et c'est pour ça qu'on réussit à avoir un meilleur ratio de 1 pour 2 ou un 1 pour 3. Et donc, ces modules-là sont super intéressants. Dans quel scénario est-ce qu'ils sont super, super intéressants, ceux-là? Tout à coup, vous payez du 1 pour 1 jusqu'à date avec des plaintes électriques, puis là, tout à coup, vous remplacez ça pour du 1 pour 2 ou 1 pour 3. Dans quel scénario est-ce que c'est vraiment très intéressant? Plus autonome, ben oui, un petit peu plus d'autonomie, mais souvent, c'est moins associé à l'autonomie spécifiquement, ça, parce que vous voyez que son désavantage, c'est quoi?
c'est qu'il y a pas mal de gogos qui bougent, qui sont électroniques là-dessus. Tu sais, tu fais juste lui regarder la face, puis tu te dis, ouais, ça, c'est le genre de truc que s'il est brisé après 3 ans, ça coûte plus cher le réparer que de le changer. Oui, très probablement. Et où le nouveau modèle est tellement différent puis mieux que ça, tu sais, que ça vaut plus la peine. C'est un peu comme les ordinateurs ou ces trucs-là. Tu sais, c'est des trucs qu'après 5-10 ans, là, ils ont plus tant de performance. Donc, moins associé à l'autonomie de l'habitude. Mais la rénovation, par exemple. Parce que des fois, si vous avez une maison puis vous n'êtes pas capable, tu sais, je veux dire, réétanchéifier une maison ou la réisoler, des fois, là, dans certains scénarios, c'est très complexe, très difficile. Mais une action que vous pouvez faire qui va être rentable dans le court terme, c'est si vous avez une maison qui est mal étanchéifiée ou mal isolée, puis vous la chauffez à 1 pour 1, chaque fois que je mets une pièce, je reçois 1 unité d'énergie. Mais là, tout à coup, j'en mets 1, mais j'en reçois 2 ou 3. Fait que si mon bill d'électricité, c'était 2000 mettons 1500 pour le chauffage, bien, tout à coup, il descend à 500 au moment où je l'installe. Fait que pour les rénaux, puis pour sauver de l'énergie, ça peut être super intéressant dans le cadre d'une réno. Sinon, je l'ai déjà vu dans les hautes performances à l'occasion parce que ça permet de faire climatisation et chauffage. Fait que vu que c'est extrêmement minime ce qu'ils ont besoin, mais ils en ont besoin dans les deux sens dans une maison de performance, ils mettent ça pour calibrer. Ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Sinon, le bois va être souvent présent dans les maisons naturelles, donc avec le concept du naturel. C'est comme un classique, là. La maison de chanvre et paille avec un foyer de masse, c'est comme un classique. Okay? Il y en a vraiment beaucoup au Québec. Fait que le bois va être souvent associé à maison naturelle ou à autonomie. Aussi, autonomie, ça va être souvent. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de bois au Québec. Tu peux aller le couper par toi-même. Tu peux avoir un certain contrôle sur ta ressource si tu le désires. Puis le bois, on peut l'utiliser de différentes manières. Plus ta maison est performante, moins tu n'as plus besoin de la grosse chaudière, puis le gros système, la grosse fournaise. Maintenant, un mini ou un petit foyer peut faire une job assez impressionnante pour une certaine grandeur de maison. Ça, c'est sûr que ce ne serait pas pour une trop grande maison, mais ça peut être très intéressant si la maison est bien faite. Sinon, un des classiques que Luc Muldermans a eu pendant les 20-30 dernières années et qu'il adore, c'est le Vermont Casting, qui est un type de poêle, mais qui a, tu peux chauffer sur le dessus. Souvent, c'est fait comme ça, donc directement adjacent à un mur de masse thermique. Donc, ce n'est pas aussi performant qu'un foyer de masse, mais quand même, tu pars un feu, tout de suite, il fait chaud dans la pièce. Et en plus, tu réchauffes de la masse thermique derrière. Donc, même quand il arrête, il continue de faire chaud grâce à la masse thermique qui a été chauffée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça s'allonge dans le temps. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un système à l'intérieur, donc un serpentin métallique à l'intérieur qui permet de chauffer de l'eau pendant que tu fais un feu, soit pour le plancher chauffant ou soit pour l'eau chaude sanitaire dans votre maison. Fait que tu peux faire comme deux choses en même temps avec un seul feu. C'est intéressant. Puis un autre type de foyer peut-être que vous connaissez Ben Falk. Je ne sais pas si vous connaissez Ben Falk. Vraiment un champion de la permaculture, là, qui est au Vermont, justement. Et lui, il parle souvent de son foyer que lui adore, là, qui est un foyer qui lui permet de chauffer l'eau dans la maison. Donc, il chauffe directement son eau sanitaire, comme avec le Vermont Casting, avec un serpentin métallique dans la structure. Mais il y a aussi un poêle. C'est poêle, oui. En tout cas, pour faire, si vous voulez vous faire un pâté chinois, mettons. Je veux faire un pâté chinois, oui. Un fourneau, merci beaucoup. Un fourneau juste à côté. Il y a tout ça qu'il peut faire. Donc, en même temps, il chauffe son eau chaude, il peut faire bouillir de l'eau d'érable, ce serait très approprié présentement. Il peut faire chauffer donc sur un poêle, mais il y a aussi le fourneau et en plus de donner de la chaleur à la maison. Donc, ça dans l'autonomie, mettons, la résilience, l'autonomie, ce genre de foyer-là reviennent souvent, c'est comme des classiques. Sinon, il y a le foyer de masse qui peut être super intéressant. C'est très beau un foyer de masse. C'est chic, c'est beau. Souvent, quand je vais dans les maisons qui ont des foyers de masse, tu vois que le raisonnement, c'était... Fait qu'on voulait un foyer de masse, puis on a construit une maison autour. Ouais, ça devient vraiment comme la pièce centrale de la maison. C'est comme le cœur, autant pour la chaleur que juste l'endroit de vie principal est autour du foyer de masse. Parce que c'est beau, c'est chaud, c'est chaleureux. Ceci dit, c'est le cœur, mais il coûte cher comme un cœur aussi. On ne parle pas du prix d'une thermopompe ou le prix d'une plainte électrique. Là. On parle de 20, 25, 30 000 pour le foyer de masse. Fait que il faut le considérer dans ses choix. Okay, ça peut être super le fun, mais c'est pour ça aussi que si vous avez mis 25 000 $ de plus en isolation puis que ça vous coûte quasiment plus rien de chauffage, vous pouvez le sauver. Ne mettez pas en plus 25 000 en foyer de masse. Parce qu'une chose à considérer aussi, c'est que dans une maison haute performance, le bois ne fit plus ou moins dans les hautes performances pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a presque aucun
chauffage au bois qui peut vous promettre à 1000% que dans le long terme, il n'y aura aucune émanation dans la maison. Parce que les gasquettes autour que vous refermez éventuellement vont craquer. Éventuellement, il va y avoir, c'est minime, mais dans une maison où est-ce que c'est très, très étanche, ça peut être considérable. Donc, plusieurs personnes, des fans des hautes performances, ne vont pas recommander, si vous êtes rendu à la haute performance, de mettre le bois en plus. Mais l'autre raison pour laquelle ce n'est pas recommandé, c'est que vous avez fait tout le travail pour avoir une maison qui est parfaitement étanche. Puis là, vous faites un beau gros trou direct dans le toit et vous l'utilisez tellement rarement, votre foyer, que si vous faites le calcul, vous perdez beaucoup plus de chaleur par le trou que vous n'allez jamais en produire avec le foyer. Vous comprenez? Parce que votre maison est tellement parfaitement étanche que le plus gros trou de votre maison, c'est le trou de la cheminée qui sort. Et donc, le peu de fois où est-ce que vous allez l'utiliser va être moins bon que tout ce que vous avez fait. Donc, ça va être une perte dans le fond. Okay? C'est pour ça qu'ils sont rarement associés ensemble, le bois, surtout le foyer de masse et la haute performance. Là, je parle vraiment de haute performance parce que tu peux avoir une maison très bien isolée, très performante avec un foyer de masse. Tu peux avoir une maison naturelle en chanvre R30 ou tu peux avoir une maison en paille R35 okay, dans les murs, très, très bon, au-dessus du code du bâtiment, pas mal, et que ça fait très bien avec un foyer de masse. Mais là, moi, je vous parle plus des maisons là, où est-ce qu'on dit, regarde, il n'y en a plus de chauffage du tout. Ce niveau-là de haute performance, ce ne sera plus approprié.